Dubaï, une ville du désert façonnée pour devenir la capitale des loisirs du Golfe. La plus haute tour du monde, les plus beaux hôtels, l'objectif, se démarquer. Au cœur de la nouvelle métropole doit se dresser le plus extraordinaire centre commercial de la planète. 1200 magasins et un seul slogan. Tout ce que vous avez toujours désiré. Mais les délais de construction semblent impossibles à tenir. Notre plus grand ennemi, c'est le temps. On n'a jamais rien construit d'aussi grand, aussi vite. En jeu, des sommes colossales investies et la réputation de la ville. Le soleil se lève sur le nouvel emblème de Dubaï. L'ouverture a lieu dans 3 jours. Pour les quelques 12 000 ouvriers qui travaillent d'arrache-pied, une véritable course contre la montre s'est engagée. Des kilomètres de balustrades à briquet, des hectares de marbre à lustrer, des centaines de mannequins à habiller. Le mall de Dubaï a été conçu pour devenir l'atout majeur de la ville. Une ambition démesurée qui se heurte parfois aux réalités. Bob Fields, le nouveau maître d'œuvre, fait sa tournée. Il a plus d'1 million de mètres carrés à inspecter. Et partout, il reste des choses à terminer, à nettoyer ou à ranger. Pas facile de tout régler personnellement. Où est Amar? J'ai besoin de lui. Dites-leur que c'est urgent. Bob est bien décidé à respecter les délais. 2 échéances ont déjà été manquées et cette fois, c'est lui le maître à bord. Mais sur les 1000 boutiques censées ouvrir leurs portes, seule la moitié semble terminée. Certaines ne sont pas encore aménagées et d'autres n'ont même pas trouvé preneur. Personne ne rentre chez lui avant 1 h du matin. Et tout le monde est sur le pont dès 5 h. Toutes les équipes coopèrent. Et c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir dans les délais. Ça va être un grand moment. Il y aura des policiers tout autour du site. Et on accueillera le public. Le gros problème, c'est la circulation. On attend quelques 50 000 véhicules par jour. Les milliers de curieux qui affluent le jour de l'inauguration ne sauront jamais rien de ces dernières heures de folie. Ils sont venus voir le fameux centre commercial de Dubaï, avec ses installations luxueuses et ses boutiques par centaines. Un énorme aquarium attire tous les regards. Sa vitre en verre acrylique est la plus grande du monde. Le centre abrite également une patinoire dans un pays où la température extérieure peut atteindre les 40 degrés. Le site regroupe 37 bâtiments. Parmi eux, un souk à l'ancienne, un aquarium géant, une patinoire olympique et un parc d'attractions avec des montagnes russes. D'une superficie totale de plus d'1 million de mètres carrés, le mall de Dubaï bat haut la main les plus grands centres commerciaux du monde. « 2004, début des travaux. Le sable du désert disparaît sous un gigantesque chantier. Mais les travaux ont pris un retard considérable. En fait, l'inauguration aurait déjà dû avoir lieu. Angeline Chen, l'architecte en chef, se rend régulièrement sur le site. On s'occupe des plafonds. Je veux voir les panneaux.
La jeune femme n'a jamais rien construit d'aussi monumental. C'est probablement l'œuvre de sa vie. Et elle en est fière. Mes espaces préférés, ce sont les atriums. Ils font tous 3 étages. Quand on se promène dans le centre commercial, même si à ce stade, rien n'est encore fini, on sent toute la majesté de l'espace. C'est impressionnant. Mais Angeline Chen n'est pas là pour faire du tourisme. À chacune de ses visites, une nouvelle difficulté l'attend. Pour l'heure, son problème le plus épineux est de parvenir à poser la coupole monumentale de la cour intérieure dans les délais. Que dit l'entrepreneur? C'est reporté à février de l'année prochaine. Notre plus grand ennemi, c'est le temps. On avait 28 mois pour construire ce centre commercial. Les travaux ont déjà pris plusieurs mois de retard. Mais les atriums ne sont pas les seuls en cause. Tout le chantier est un véritable casse-tête. Le complexe est constitué de 37 structures séparées et chacune doit pouvoir résister à des séismes d'une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter. Toutes les constructions sont donc renforcées par des murs capables de supporter des poussées latérales. Par ailleurs, un espace de 100 mm a été prévu entre chaque bâtiment. Cela autorise l'expansion des matériaux sous l'effet de la chaleur et permet d'éviter l'effet domino en cas d'effondrement. Dubaï n'est pas situé dans une zone particulièrement sismique, mais le tremblement de terre qui a ravagé Bam, en Iran, a été ressenti jusqu'ici. En 2003, ce séisme a fait plus de 40 000 morts et 30 000 blessés. Beaucoup ont péri sous les décombres. Depuis, à Dubaï, personne ne souhaite prendre le moindre risque. En dehors de la famille royale, un homme surtout a façonné le Dubaï moderne. Le chef du département du développement économique de l'Émirat, Mohamed Ben Ali Al-Abar, surnommé le président. C'est lui qui a coordonné tout le projet. Vous me faites une remise? On est déjà les moins chers. Si nous travaillons ensemble, il faut que ce soit en toute transparence. Ça vous convient? Oui. Mohamed Ben Ali Al-Abar n'hésite pas à intervenir et à modifier les plans en cours de route. Aujourd'hui, il n'est pas très satisfait de ces fontaines qu'il a payées au prix fort. La semaine dernière, on s'est résolu à faire abattre certains murs. De l'avis de la direction et du mien, ils gênaient la vue. On est en train de construire de très beaux restaurants en surplomb de ces jets d'eau qui coûtent des millions. Qu'on rase les murs pour que les gens en profitent. C'est simple. Au début, on hésite vraiment à prendre de telles décisions, car il y a des délais à tenir. C'est compliqué. J'aime donner mon avis sur l'esthétique du projet, mais peut-être que je m'investis trop. Peut-être en effet, mais c'est sa volonté qui a imprimé un nouvel élan à la ville. À côté du Mall de Dubaï, ces architectes ont déjà fait jaillir de terre le plus grand gratte-ciel du monde. Notre objectif est de nous démarquer. Nous avons la plus haute tour, les plus beaux hôtels. Nous voulons susciter l'admiration. Et les désirs du président sont des ordres. Sur le site, Angeline Chen annonce la nouvelle au chef de chantier, Jim Scobie. On y travaille depuis plus de 6 semaines. 6 semaines. Il faut boucler ça rapidement et leur présenter un nouveau plan. Un nouveau plan. Jim Scobie se fait des illusions. On doit élaborer 3 nouvelles propositions et les soumettre au président. Angeline essaye de faire passer la pilule Seulement entre les colonnes. et finit, comme toujours, par satisfaire aux exigences du président. Il nous faut une structure légère. Et ici, ce sera un lieu de détente pour se promener, boire un café, écouter le murmure de l'eau, le chant des oiseaux. L'équipe acquiesce poliment.
C'est quasiment impossible. On n'a jamais rien construit d'aussi grand, aussi vite. Pour couronner le tout, une tempête de sable se prépare. Le Mall de Dubaï est un temple de la démesure. 95 ascenseurs, 170 escalators, plus de 30 millions de visiteurs attendus la première année, des centaines de magasins luxueux. Au cœur du site se dresse l'aquarium, avec ses 400 requins et ses quelques 33 000 animaux marins. Quant à la vitre, elle figure dans le Guinness des records. La taille, c'est important, mais ce n'est pas le plus impressionnant. Je veux connaître les dimensions de l'aquarium et ce qu'il contient. On a 33 000 spécimens là-dedans et 400 requins. Ça, c'est parlant. La construction du gigantesque complexe est une entreprise de grande envergure. Chaque matin, 2500 ouvriers quittent le chantier pour être remplacés par leurs 10 000 collègues de l'équipe de jour. Ces hommes travaillent sous un soleil de plomb, par des températures étouffantes. L'hyperthermie est un risque constant, surtout lorsqu'on n'est pas habitué au climat local et que les horaires sont plus que chargés. Actuellement, on travaille non-stop. Le chantier est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Été comme hiver. On a une devise. Ce qui est difficile, on le fait rapidement. L'impossible nous prend un peu plus de temps. Quand je dis à mes gars que le président arrive, ils se dépêchent de finir. Mohamed Ben Ali Al-Abar a fait construire quelques-uns des gratte-ciels les plus extraordinaires de Dubaï. Aujourd'hui, il effectue une petite visite de contrôle. L'homme, à l'évidence, aime garder la main sur tout. S'il vous plaît. Il faut quelqu'un pour tailler les palmiers autour de la place. Il y a toujours des feuilles mortes qui pendent. Ouais? D'accord. Je suis très fort. J'ai l'œil pour voir tout de suite ce qui cloche. C'est ainsi qu'un jour, il a fait démonter tous les panneaux de la façade du souk de l'or. Je l'ai trouvé trop foncé. Je leur ai dit que, vu de la rue, ce ne serait pas beau. C'est notre réputation qui est en jeu. Ils ont probablement dû retirer les panneaux et les changer. L'accès au Mall de Dubaï se fera par une avenue de la taille des Champs-Élysées. Mohamed Ben Ali Al-Abar est venu juger par lui-même de l'avancée des travaux. Il veut être sûr que l'entrée principale aura sur les visiteurs l'effet escompté. Il est accueilli avec empressement et conduit vers l'atrium situé juste derrière l'entrée principale. On n'a pas encore arrêté notre choix, mais on pense à de la céramique. Ça va être superbe. Le président écoute d'une oreille attentive les explications techniques, fait de son mieux pour paraître enthousiaste et règle des points de détail. Pour les colonnes, je veux une seule couleur, un seul revêtement. Heureusement pour l'équipe, cette fois, il n'exige aucune modification. Un peu plus grand, ça aurait été aussi bien. Bâtiments 11 et 12. Ici, c'est le 10, 15, 23, 26. C'est incroyable.
Je voudrais serrer la main à tous les petits gars qui montent les murs brique par brique, qui posent les sols en granit. Je suis très impatient d'inaugurer le site. Et ce jour-là, ce sont eux qui devraient être à l'honneur. Merci. Un peu plus loin justement, les petits gars se battent désespérément contre la montre. L'aquarium sera l'une des principales attractions du mall de Dubaï. Il a été clairement conçu pour impressionner, tout d'abord par ses dimensions. Capacité 10 millions de litres d'eau. Une masse colossale, retenue par des panneaux de verre acrylique de 750 mm d'épaisseur. Une fois installées, les plaques seront chauffées, puis refroidies, et les joints disparaîtront. Seule subsistera alors une immense façade vitrée. Un tunnel transparent de 48 mètres de long traversera l'aquarium. Surplombé par une couche de 10 mètres d'eau, il subira une pression considérable. Il sera donc cerclé de fer pour éviter tout risque de déformation. Sa construction consommera la production annuelle d'acrylique de 2 usines et nécessitera une précision absolue. Les 4 tronçons qui le constituent sont d'une fragilité extrême et pèsent chacun 32 tonnes. Pour les déplacer, le plus grand soin est requis, mais un simple cric roulant devrait faire l'affaire. L'idée consiste à hisser chaque pièce et à la transporter jusqu'à son emplacement définitif. Malheureusement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. L'aquarium, c'est ce qui nous inquiète le plus. En cas de pépin, il faudra repasser commande aux fournisseurs. Or, ils sont répartis entre différents pays et il leur faudra des mois pour refabriquer les pièces. Il y a un problème avec la roue. Peter Knapp supervise l'opération. Pour les membres de l'équipe, c'est une première. Tout le monde travaille au ralenti. Malgré la dimension des éléments à poser, la marge de manœuvre reste très limitée. Les ouvriers sécurisent le cric avant d'actionner le vérin et de soulever le tronçon. Tout se passe pour le mieux, lorsque soudain, un problème attire l'attention de l'équipe. La pièce se déforme sous l'effet de son propre poids, et la pression pousse les parties latérales vers l'intérieur. Si on la posait maintenant sur le sol, elle casserait. Mon pire cauchemar serait qu'elle tombe et se brise. Elle vient des États-Unis. Sa fabrication a pris plusieurs mois. Et il a fallu des semaines pour la faire venir. Et puis, tant que le tunnel n'est pas en place, il y a des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas faire. Ce qui veut dire que c'est tout le projet, ou au moins une partie du projet, qui prendra 6 mois, 1 an de retard. Dubaï affiche fièrement ses projets les plus extravagants. Palm Island, la plus grande île artificielle de la planète, accueille de nombreuses célébrités et le prix au mètre carré y est parmi les plus élevés au monde. C'est l'or noir qui a financé le fameux hôtel Burj Al Arab, réputé le plus luxueux au monde. Mais la manne se tarira un jour et la ville, prise de frénésie, se dépêche de préparer l'après-pétrole. Malheureusement, elle ne peut rien contre les aléas climatiques et une simple tempête de sable peut provoquer l'arrêt presque complet des travaux. Retour du côté de l'aquarium. L'équipe a passé la nuit à concevoir une autre façon de mettre en place les éléments du tunnel. Ils ont mesuré et remesuré. Normalement, ça devrait passer. L'idée consiste à répartir la charge sur 2 crics. On retire tous les étais et le tronçon est redescendu centimètre par centimètre. Tout semble fonctionner. Mais soudain, rien ne va plus. Les crics ne sont pas synchrones. La charge penche dangereusement.
La pression exercée par les 32 tonnes d'acrylique se concentre sur une des parois. Si on poursuit la manœuvre, elle cédera sous le poids. Ce n'est pas facile comme boulot. On est tendu. Le moindre problème a forcément des conséquences. Et c'est assez stressant. Avec d'infinies précautions, Peter Knapp synchronise les vérins et rééquilibre la charge. Après 8 heures de travail, la bataille semble gagnée. Mais tant que la structure n'a pas touché le sol, personne n'ose crier victoire. Il ne reste plus maintenant qu'à la mettre en place, à l'aide d'un simple treuil à levier. Plus que 3 tronçons à poser. Une fois que les 4 éléments auront été soudés et les joints rendus étanches, le tunnel sera enfin terminé et on pourra injecter les 10 millions de litres d'eau. Tandis que l'aquarium prend forme, Angeline Chen, l'architecte en chef, concentre son énergie sur une autre idée de Mohamed Ben Ali Al-Abar, la patinoire olympique. L'une après l'autre, les couches de béton sont lissées avec soin. La moindre petite bosse rendrait la surface de la glace inégale. Angeline est venue discuter de la toiture. La patinoire pourra accueillir 400 patineurs et le soleil du désert servira d'éclairage naturel. Le toit, immense, aura donc des allures de gruyère avec ses 60 puits de lumière. Les études de température seront prêtes dans 2 semaines environ. Au pire, on sera obligé de filtrer 5 à 10% de la lumière directe. Car chaleur et glace ne font pas bon ménage. Une patinoire fonctionne un peu comme un réfrigérateur. Du glycol froid circule en continu dans les tuyaux posés en travers de la structure en béton. Celle-ci gèle, ce qui permet la formation de la glace, couche après couche. Du fait de l'ensoleillement, la piste doit être légèrement plus froide que dans les patinoires des latitudes tempérées. Décidément, sur ce chantier, tout est destiné à battre des records, même le nombre de grues. Car il en faut pour déplacer toutes ces charges. Dubaï est prise d'une telle fièvre de construction qu'elle accapare à elle seule un quart du stock mondial disponible. La plus grosse grue du site est la Demag 2800. Il n'existe dans le monde qu'une 50aine de ces monstres de 600 tonnes, et ils sont réservés à des usages bien précis. On nous demande toujours d'aller plus vite. Mais cette machine ne peut pas aller vite. Ces gros engins, ça demande de la patience. Aujourd'hui, Georges doit commencer à hisser les éléments du toit du parc d'attractions. Les pièces sont soulevées une par une. Un travail qui exige toute la patience et l'expérience accumulée au cours de 26 ans de carrière. Il y a des gens qui s'énervent, qui crient. Moi, je préfère rester calme. Le toit sera assemblé comme un puzzle géant. Monter une structure de cette taille est en soi une tâche ardue. Quand s'y ajoutent des milliers de tubes, de poutrelles, de vis et de boulons, cela vire au cauchemar. À Dubaï, on ne voit pas seulement tout en grand, on aime aussi se compliquer la vie. Le plus simple aurait été de concevoir un toit plat. Mais celui-ci sera ondulé. L'armature métallique doit être d'une solidité à toute épreuve. Mais les pièces qui la constituent sont complexes et ont toutes été conçues et fabriquées séparément.
Et tout cela à la demande de qui? C'est important d'avoir du goût. On veut que ce soit beau, créatif. Et ce toit n'est que l'un des 69 que comptera au total le mall de Dubaï. Cette toiture est l'une des plus complexes que nous ayons jamais eu à réaliser. Chaque élément est différent. C'est un travail titanesque. Pour fabriquer toutes les pièces du toit, une usine locale a dû augmenter sa main-d'œuvre et le nombre de ses machines. Et depuis 4 mois, elle tourne 24 heures sur 24. Dès que les plans informatiques sont transmis, tout le monde s'attelle à la tâche. Délicatement, l'opérateur commande à distance chaque opération. Qu'il s'agisse de couper, de percer ou de souder, tout est au millimètre près. Car si les pièces ne s'imbriquent pas parfaitement, c'est tout le toit qui restera cloué au sol. Les 14 modules de soutien devraient déjà être terminés. Mais le calendrier était trop optimiste. À ce jour, seulement 5 ont pu être livrés. Et malgré l'acquisition de nouveaux gabarits, plus personne n'ose avancer une date de livraison. Sur place, malgré les efforts des ingénieurs, l'armature se révèle difficile à assembler. L'ingénieur concepteur affirme qu'on ne peut rien modifier et le responsable sur site hausse les épaules en disant que c'est impossible à agencer. Voilà des mois que le plus grand centre commercial du monde aurait dû ouvrir ses portes. Dubaï n'a pas pu tenir sa promesse. Durant des siècles, la ville a été un comptoir commercial. Les Arabes sont un peuple de navigateurs et elle constituait une escale majeure sur la route de l'Inde. Au fil de ces ruelles, on découvre de nombreux magasins et marchés traditionnels. L'un des plus célèbres est le souk de l'or, où se pressent aussi bien les Dubaïotes que les étrangers. Le mall de Dubaï doit abriter une réplique de ce marché de l'or. Pour ce souk ultramoderne, pas question de regarder à la dépense. Le luxe tapageur de Dubaï se retrouve jusque dans le moindre bijou. Tout ici est démesuré, y compris l'ambition. C'est un lieu immense, destiné à accueillir près de 30 millions de personnes par an. Mon principal souci est et sera toujours de contenter au mieux les clients et de m'assurer qu'ils rentreront chez eux pleinement satisfaits. J'en fais une affaire personnelle. Tout est fait pour que les visiteurs vivent une expérience exceptionnelle. Mohamed Ben Ali Al-Abar a soigneusement choisi ses architectes. L'équipe dirigée par Angeline Chen et constituée au départ de 6 membres s'est singulièrement étoffée. On a été jusqu'à 90 sur le site. Leur objectif, donner une dimension humaine au centre commercial et éviter que les gens ne se perdent. Cette mission a priori impossible a été confiée à Tilian Seng, expert en la matière. Le mall de Dubaï est grosso modo un gigantesque quart de cercle. La configuration des lieux est prévue pour que les visiteurs ne puissent avancer que dans une seule direction, dans un sens ou dans l'autre. Quant aux magasins, ils sont tous bien placés, ce qui justifie pleinement les loyers élevés.
Pour les visiteurs les moins intrépides, un raccourci a été prévu. Celui-ci longe l'aquarium, qui devient ainsi un point de repère. Il faut dire que les architectes ont plus d'un tour dans leur sac. On a placé les principaux centres d'intérêt à chaque extrémité du site, de sorte que les magasins situés entre les deux profitent du flux de visiteurs. Des panneaux fléchés guident les clients d'un atrium à l'autre. Dans ces espaces immenses qui, aux heures creuses, sembleraient bien vides, l'attention du passant doit être sollicitée de toutes les manières possibles. Et pour inciter un acheteur à prolonger sa visite, rien ne vaut un lieu stratégique où se restaurer. Il faut qu'ils aient une vue agréable, ou qu'ils puissent s'asseoir à l'air libre. En hiver, quand la chaleur se fait moins étouffante, les jets d'eau jouent un rôle très précis. Donner aux clients l'envie de flâner et de revenir. Les architectes travaillent quasiment 24 heures sur 24, mais rien n'y fait. Le retard ne cesse de grandir. Plusieurs mois après la date officielle prévue pour l'inauguration, aucun toit n'est terminé. Et chaque assemblage relève de l'exploit. Les panneaux de l'aquarium, en revanche, sont montés et scellés. Une soudure chimique permettra de fondre l'acrylique au niveau des joints, qui disparaîtront sans laisser de traces. Le tunnel aussi est enfin en place. Entre-temps, Bob Fields, le nouveau maître d'œuvre, a pris ses fonctions, avec l'enthousiasme des débuts. Tu peux envoyer quelqu'un au GF 110 pour nettoyer le graffiti sur le mur? L'armature en acier est en place. On va la gainer et poser les panneaux de verre. Mais il commence seulement à découvrir les méthodes de gestion du président. On s'est réunis il y a quelques jours. La date d'ouverture a été maintenue et on nous a clairement fait comprendre qu'on devait s'y tenir. Je dois donc m'assurer qu'on fait le boulot, ou plutôt que mes gars font le boulot, qu'ils s'investissent suffisamment. Malheureusement, lui non plus n'arrive pas à respecter les délais. L'armature du toit du parc d'attractions a été livrée en retard et n'est pas tout à fait conforme. Les structures sont assemblées une première fois à l'usine, puis démontées et transportées jusqu'ici. Mais quelque part en cours de route, des déformations mineures se produisent. On parle d'écarts de 3, 5, 8 mm dans l'alignement des pièces. L'ingénieur concepteur affirme qu'on ne peut rien modifier et le responsable sur site hausse les épaules en disant que c'est impossible à agencer. Mais je crois qu'on a trouvé un compromis. Ça va marcher. Bob Fields passe le plus clair de son temps à essayer de limiter les dégâts. Ces réunions sont essentielles. C'est là que je redresse la barre. Quitte à sermonner ses troupes. Vous êtes des pros. Vous connaissez le boulot. Ça fait 3 fois qu'on revient là-dessus. Le discours musclé porte ses fruits. Le chantier commence à prendre tournure. L'équipe de Bob a même monté un atelier pour fabriquer sur place la façade en fibre de verre. Une solution ingénieuse qui permet d'avoir le matériel toujours à portée de main. Mais les difficultés continuent de s'accumuler.
Tout le monde doit faire très attention en le manipulant. Si jamais on l'abîme, c'est tout le panneau qu'il faut retirer. Vous avez bien enregistré ce qu'il a dit? Souvent, quand un des gars intervient en réunion, il s'avère que tout pose problème. La pose des sols, l'assemblage des plafonds, vous lui faites cracher le morceau et vous vous retrouvez avec 2 ou 3 problèmes de plus sur les bras. L'échéance du mois de juin que j'ai fixée est parfaitement raisonnable et nous la respecterons. On peut être optimiste ou pessimiste selon que l'on n'arrive ou pas à faire comprendre l'enjeu aux équipes. Le bras de fer qui dure depuis des mois a fini par payer. La façade se dessine, les toits trouvent leur place, le centre commercial prend forme. On a 170 escalators. Dans l'attente des 30 millions de visiteurs attendus la première année, des mètres et des mètres de béton s'habillent de marbre et de verre. Le souk de l'or est presque terminé. Le mall de Dubaï semble prêt pour l'inauguration. Plus qu'un dernier effort, et dans 3 jours, le centre commercial pourra enfin ouvrir ses portes. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Les gens ont placé la barre très haut. Maintenant, on doit encore ouvrir le centre, accueillir les visiteurs, les servir, s'occuper du nettoyage et de l'entretien, gérer les magasins, assurer la sécurité. Je me fais tout le temps du souci. C'est peut-être pour ça que je garde la ligne. Je m'inquiète beaucoup. Aucune boutique ne semble terminée, alors que la moitié d'entre elles, soit 600, devraient être ouvertes. Même le souk de l'or, le joyau du mall de Dubaï, n'est pas tout à fait fini. La façade dorée a été refaite. Et si la voie d'accès ne ressemble encore que de très loin aux Champs-Élysées, cela n'empêche pas certains d'afficher un optimisme confiant. On va nettoyer l'avenue une dernière fois et mettre en route les jets d'eau. Bob Fields effectue sa dernière ronde avant le grand jour. Il passe chaque détail au crible, ordonne les dernières finitions. Où est Amar? J'ai besoin de lui. Dites-leur que c'est urgent. Dans la patinoire, le plafond est en place. Il ne reste plus qu'à fabriquer la dernière couche de glace. Un travail long et minutieux. Heureusement, l'aquarium est terminé. Et pour ces 32 requins taureaux, l'heure du repas a sonné. Au menu, filet de maquereau et poisson lait. Et à l'occasion, du thon. Les requins ne consomment que quelques 15 kilos de nourriture par jour, soit 1/10 de la quantité préparée en cuisine. Mais pour éviter de les perturber, il convient de les nourrir à heure fixe. Nous avons le plus grand nombre de requins en captivité. En mer, ces animaux ne ratent jamais une occasion de se nourrir. Si on leur donne chaque jour, à la même heure, un type précis d'aliments, et si on adopte un comportement particulier, ils finissent par comprendre que tous les jours, ils ont droit à un repas. Une puce électronique a été implantée sur chaque requin et sur chaque raie pour surveiller leur croissance, leur état de santé et leur fertilité. La gestation des femelles est, elle aussi, suivie de près. Pour ce qui est du grignotage entre les repas, Paul Hamilton n'a en revanche aucun souci à se faire. Les requins préfèrent se laisser nourrir par les plongeurs plutôt que de dépenser de l'énergie à chasser. Au bout d'un mois, ils se calment et ne font plus du tout attention aux animaux autour d'eux. Les 10 millions de litres d'eau de l'aquarium sont filtrés quotidiennement.
et la température est maintenue à 24 degrés. « 40 000 litres d'eau de mer sont acheminés vers le centre commercial. Désormais, tous les jours et pendant des années, des camions-citernes effectueront le même trajet. Il faut bien compenser les quelques 10% de liquide qui, chaque mois, se perdent par évaporation ou filtrage. Mais l'eau du Golfe est trop salée. Avant de la déverser dans l'aquarium géant, il convient de la diluer et de l'épurer. Nous sommes ici dans le centre de traitement du réservoir principal. C'est ici que l'eau est filtrée avant d'être réintroduite dans le circuit. Un système de contrôle permet de vérifier l'acidité de l'eau et sa teneur en oxygène. Filtre, pompe, tous les équipements sont automatiques et à sûreté intégrée. S'agissant du bien-être des poissons, rien n'est laissé au hasard. Prenons un exemple. Si une pompe au sous-sol tombe en panne et qu'elle servait à compenser les pertes en eau de l'aquarium, le dispositif intégré va m'envoyer un SMS, pour le cas où je ne serai pas à mon poste, et transmettre également un message d'alerte au bureau. L'aquarium est prêt à remplir son rôle d'attraction majeure du centre commercial. Quand je le regarde, je suis très ému. Chaque fois, je me dis, j'ai hâte de voir les enfants courir tout autour. Contre toute attente, la patinoire est enfin elle aussi terminée. Un petit coup de surfaceuse et la piste pourra accueillir les premiers patineurs. Nous voici à la veille du jour J. L'inauguration a lieu dans 12 heures et il reste encore des millions de choses à faire. La ville du Golfe qui ne dort jamais s'apprête à passer une autre nuit blanche. Puis, le jour tant attendu se lève enfin. Dans le mall de Dubaï, une cérémonie officialise l'inscription de la vitre de l'aquarium dans le Guinness des records. Seuls quelques journalistes sont présents et si Mohamed Ben Ali à la barre y assiste en personne, c'est parce que tard dans la nuit, la date d'inauguration a de nouveau été reportée. On n'était pas prêt à accueillir une telle foule. Il aurait été impossible de faire face. Vous savez, il se peut qu'on prenne 1 ou 2 mois de retard. Des projets comme ça, on n'en supervise qu'un seul dans sa vie, et on tient à être prêt. 1 mois de plus ou de moins, ça n'a pas grande importance. Malgré ce qu'annoncent les panneaux à l'entrée, le mall de Dubaï a encore bel et bien manqué son rendez-vous avec le public. Six mois plus tard, c'est une toute autre ambiance qui règne dans le plus grand centre commercial du monde. Chaque jour, le mall de Dubaï accueille ses visiteurs par milliers. Dans les galeries immenses, la foule se presse et les animations ne manquent pas. La patinoire est elle aussi prise d'assaut. Il y a les intrépides qui n'hésitent pas à chausser les patins et les simples curieux que toute cette glace en plein désert ne cesse d'étonner. Mais surtout, les affaires vont bon train. Les femmes d'ici sont différentes des occidentales. Elles ne vont pas aux matchs de baseball ou de tennis. Elles ne pratiquent pas de sport comme le rafting ou l'alpinisme. Le shopping est une activité essentielle dans notre société.
le toit du parc d'attractions est enfin assemblé. Mais il serait tout de même un peu risqué de prévoir une ouverture prochaine. Car à l'intérieur, les différents jeux et manèges sont loin d'être terminés. Cette section n'est encore qu'un vaste chantier. Et si les rails des montagnes russes sont en place, cela manque un peu de décoration avant l'ouverture au public. Étant donné les nombreux changements de dernière minute, c'est déjà un miracle que tout le reste du mall de Dubaï soit opérationnel. Construire un centre commercial de cette taille est un pari risqué. Mais avoir misé sur le plus pur style dubaïote se révélera peut-être payant.